Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau programme de Ça fait débat. Nous allons parler des consultations politiques gouvernement d'union nationale, comment convaincre le FCC ensemble, décider à participer, quel profil pour les animateurs. Sur ce, nous recevons pour vous dans ces plateaux M. Jean-Serge Tibens, PPRD, bienvenue. Merci Jean-David Culolo pour l'invitation. Voilà. Nous saluons nos co-débatteurs ici sur le plateau. Nous espérons que nous aurons un débat républicain qui sera axé sur le fait, sur la vérité, mais aussi sur les éléments probants. Et je nous souhaite bon débat. Voilà, ça c'est le plus important. Bon débat. Johnson Ishara, coordonnateur de la dynamique Génération Consciente. Il est aussi membre de la société civile. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent et merci pour l'invitation. Voilà, c'est votre première fois de participer à cette émission. Christian Choukourou, Union Sacrée, proche de Vital Kamere, bienvenue. Merci, chers journalistes. J'en profite pour saluer tous les co-débatteurs et tout le peuple congolais, surtout ceux de l'Est de la RDC, qui sont en train d'être massacrés par la cohorte mortifère rwandaise dans le Massissi, dans les Rutshuru, dans les Sud Kivu. Nous pensons à eux. Je sais que justice sera faite. Voilà, justice sera faite et nous aimerions certainement que ça soit un bon débat. Bob Ngoyi, analyste politique indépendant, bienvenue. Merci M. Jean-David et surtout que cette belle émission intervient à un moment très tendu où la politique a vraiment donne du grain à moudre à tout analyste et je crois que ça sera un très bon débat. Voilà, alors un très bon débat, ça c'est le souhait de nous tous, alors nous aimerions que nous appelons tout le monde beaucoup plus à la responsabilité, qu'il n'y ait pas trop des invectives. Alors, nous commençons consultation. Monsieur Jean-Serge Tibens, on a vu le FCC être consulté. C'est que malgré tout ce que vous étiez en train de gesticuler, le FCC enfin a été consulté. Merci pour la parole, Jean-David. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que le FCC de Joseph Kabila ne se fera pas consulter par le conseil spécial en charge ou chargé des matières sécuritaires du chef de l'État. La position du FCC a été donnée par un communiqué bien signé par le président du comité de crise qui est l'honorable Raymond Tshibanda. Nous n'allons pas prendre part à cette consultation pour des raisons évidentes. Toute personne qui s'hasardera d'aller représenter le FCC, cette personne-là sera sanctionnée par les instances de notre famille politique. Mais ça, c'est une menace. On a vu, il y a un jeune qui a représenté le FCC. Nous insistons que toute personne qui osera aller représenter le FCC lors de ces consultations se verra sanctionné. Mais ça, c'est pas la démocratie. Et il faut laisser la chance à tout le monde. Nous profitons aussi pour dire à l'opinion que le FCC est une famille politique structurée et organisée. Une famille politique disciplinée. La personne qui a été consultée par le conseil spécial du chef de l'État ne faisait plus partie du FCC depuis le 24 août 2024. Cette personne a été suspendue, tout en étant un membre sympathisant, pour avoir commis des fautes graves par rapport à la ligne communicationnelle du FCC, mais aussi des violations gravissimes par rapport au fonctionnement et à l'organisation politique de notre famille politique. Donc, cette personne n'a pas été consultée comme membre du FCC et n'a pas été mandatée pour le FCC afin d'être représentée. Nous tenons à informer l'opinion que le FCC ne prendra pas part aux consultations initiées par le conseiller spécial du chef de l'État. Parce que nous estimons
En réalité, les dialogues dans un pays démocratique, dans une démocratie participative, les dialogues doivent être un mécanisme pour consolider la paix et la cohésion nationale, mais aussi un mécanisme pour prévenir des conflits au sein de la société. Ici, ceux qui sont malades ne peuvent pas se prévaloir les droits de consulter les personnes qui doivent, en réalité, devaient se mettre à l'écart pour laisser la place aux autres, afin de diagnostiquer sur leur maladie, trouver des mécanismes, donner des médicaments qu'il faut pour, enfin, que cette maladie puisse prendre fin. La maladie, ici, a été provoquée par l'Union sacrée et M. Tshisekedi. Donc le malade, c'est M. Tshisekedi et sa famille politique. Et ces personnes qui sont malades ne peuvent pas se constituer en boucle pour consulter des personnes qui devaient en réalité, qui devaient se mettre à l'écart et laisser la place aux autres pour organiser, s'il y avait dialogue, un dialogue inclusif, un dialogue globalisant pour la paix, la stabilité de notre pays, mais aussi la stabilité de la sous-région. Voilà. Alors, M. Choukourou, les consultations, on a comme l'impression que ça prend maintenant des poids mouches de l'opposition, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des grosses pointures et jusqu'à les débaucher un jeune qui n'a jamais été reconnu comme étant membre du FCC. Non, il n'y a jamais eu débauchage. Moi, je pense que c'est un appel que je lance à tous les vrais patriotes qui restaient encore au FCC de se joindre à cette dynamique, de quitter la trahison, de se désolidariser des patriotes pantins à la solde de celui-là même qui a été à toute le manœuvre dans l'assassinat crapulé de Mzee Laurent Désiré Kabila et dont la plupart se targuent les statuts de partisans ou faisant partie de l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila, à savoir, je le rappelle, même à mon co-débatteur, de ne jamais trahir le Congo. Or, chez vous, on a trahi. Vous êtes allés vers celui-là même qui a tué Mzee. Le vrai patriote sont appelés à rejoindre cette dynamique. Le vrai. Parce qu'il y en a au FCC, il y en a au PPRD. Ils doivent se désolidariser de tous ceux qui ont accepté d'aller faciliter le versement du sang innocent de nos compatriotes, d'être complices de ceux-là même qui ne veulent pas nous voir debout, ceux qui veulent à tout prix piller nos richesses et qui tuent des Congolais comme des animaux. Vous n'avez qu'à aller à Bukavu ou à Goma, la manière dont on tue nos compatriotes. Même un chien, on ne tue pas comme ça. Et vous avez des compatriotes qui sont malheureusement complices de ces tueries, de ces assassinats crapulés. J'en appelle au sens de patriotisme, en tout cas aux vrais compatriotes qui restent encore, et même à mon co-débatteur, il est temps de quitter la trahison contre la République et rejoindre la dynamique pour un gouvernement d'union nationale. Alors, M. Johnson Ishara, vous connaissez beaucoup plus la réalité de Bukavu, parce qu'avant que Bukavu ne tombe, vous étiez à Bukavu et vous êtes venu ici à Kinshasa. Est-ce que les consultations dans ce format constituent-elles de panacée pour résoudre le problème sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? Merci, M. Jean-David. J'ai réitéré également mes vives salutations à mes co-débatteurs. Pour moi, une occasion de les appeler à l'apaisement, parce que la nation n'a pas besoin des insultes mutuelles sur un plateau majestueux comme celui des Télé 50. Donc on a vraiment besoin des grandes idées, et les grands hommes doivent développer les débats basés sur les grandes idées.
Alors, s'agissant de ce qui se passe, je veux bien que parfois dans des débats, on a tendance à s'élancer en s'attaquant sur les causes immédiates et parfois sur de mauvaises causes. Mais quelle est la cause aujourd'hui du malheur qui frappe aujourd'hui le pays? C'est bien bon qu'on cherche toujours à pointer l'extérieur, mais ça fait un temps que moi je me suis mis d'accord avec moi-même que quand ça ne va pas, la première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que les choses ne marchaient pas? Et c'est par là que le débat devrait partir. Donc aujourd'hui, si nous devons être des vrais patriotes, comme j'ai entendu un co-débatteur le dire, ce que nous devons nous dire que nous n'avons pas été à mesure de gérer le pays de la manière dont ça devrait être. Et dans les relations entre les États, bien, si vous êtes faible, on cherchera toujours à vous écraser. C'est que la cause, elle est là. Nous n'avons pas été à mesure de gérer notre pays, que ce soit au sein de l'Union sacrée, surtout l'Union sacrée qui gère aujourd'hui le pays, que ce soit également peut-être du côté opposition, où les gens continuent à jouer sur des très mauvaises cartes, et malheureusement, ça coûte de vie à des citoyens congolais, M. Jean-David. Moi, je viens d'une ville, la ville de Goma, qui a perdu dans 3 jours. Même le gouvernement et les ONG ne se sont pas mis d'accord sur les personnes qui sont mortes. Des ONG parlaient parfois plus de 15 000. Les gouvernements parlaient plus de 8 500 000, plutôt 8 500 habitants tués dans la ville de Goma. Moi, je suis de cette ville-là. Je dois avouer que ceux qui nous suivent à Goma n'ont pas besoin d'entendre ces gens de ping-pong. Le pays est à feu, le pays est à sang. Qui sont les responsables? Les responsables, on ne va pas les chercher dans la Bible, on ne va pas les chercher dans le riz. Les responsables sont connus. C'est l'INC, c'est l'IDPS, tous ceux qui dirigent. C'est ça également la vérité. Alors, où est-ce que ça n'a pas marché? Où est-ce que ça a marché? Nous devons être à mesure de nous le dire. Alors, parlant maintenant des consultations. Je veux bien, mais la bonne question, c'est de savoir, il y a des questions majeures qu'il faut se poser quand on veut mener une action. La première question, c'est de savoir pour quelles raisons et est-ce que c'est pour le bon moment. Si le bon moment est là, c'est bien de mener une action. Si la raison est fondée, c'est bien. Bon, j'ai l'impression que ce soit pour la raison, que ce soit pour le moment. On a l'impression que les consultations se retrouvent hors sujet. Hors sujet parce que, M. Jean-David, je rappelle, que ce soit d'abord pour l'opportunité et pour la raison. On peut rappeler qu'il y a eu un gouvernement dans ce pays que nous avons entendu. On a parlé le gouvernement de coalition FCC-CACH. Et dans ce gouvernement, nous avons vu le FCC qui a pris... on a vu le ministère de la Justice qui était devenu même plus puissant à cette époque-là. La primature, FCC, c'était le gouvernement de cohésion. Ils se sont mis ensemble. Après, ça n'a pas marché. Le FCC est parti. Il y a eu un deuxième gouvernement. C'était encore un gouvernement qu'on a appelé... Le gouvernement Union sacrée cette fois-ci, mais là, il y a l'ensemble qui vient. Ils se retrouvent encore ensemble. Paix à son âme, aux compatriotes chérubins au Kende. Mais il faut rappeler qu'après celui-là, il y a eu un autre gouvernement, toujours dans les rapprochements, qu'on a appelé encore le gouvernement d'ouverture nationale. Et il semblerait que c'est ce gouvernement que nous avons, où il y a eu également des opposants qui sont entrés là-dedans. Mais quand vous entrez dans le gouvernement, honnêtement, je pense qu'on ne s'appelle plus opposant. Mais on a appelé ça gouvernement d'ouverture nationale. Bon, maintenant, les problèmes sont là. Nous avons cédé ces pays. Lors des élections, nous avons participé à ces élections et remettre le pouvoir du peuple dans les mains des institutions avec un pays et à sa superficie estimée à 2 345 410 km². Mais la question aujourd'hui, est-ce que nous avons encore le contrôle de cette superficie? Si nous n'avons pas le contrôle, on ne doit pas se plaindre. On s'assime parce que la Constitution est très claire. Mon co-débatteur de l'Union sacrée, il peut nous rappeler que dit les serments du président de la République, quand il prête serment, parce que ces paragraphes-là est dans la Constitution. Je jure devant la nation, je jure devant Dieu, devant le monde entier, de veiller, de protéger le peuple, de respecter les lois et de faire respecter également la Constitution. Dans cette Constitution, il est bien dit que le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est également pour veiller sur la protection. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont protégés? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le contrôle sur nos territoires? Voilà les questions qui se posent. Alors, la crainte, je peux la comprendre de la part des gens. Par exemple, le FCC qui a été dans un mariage qui n'a pas marché et qu'ils ont divorcé.
Est-ce qu'après le divorce, il faut envisager, je ne sais pas si légalement c'est prévu, si vous avez un jour divorcé, vous voulez encore rentrer ensemble, comment ça se passe? Mais politiquement, ça peut être faisable. Mais est-ce que cette peur à trouver des réponses, voilà ce qui peut faire à un moment des hésitations du côté FCC. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'histoire de la nation est plus grande que l'histoire des individus. Voilà. On peut quand même parler de la nation pour voir qu'est-ce qu'on peut concéder dans tout ça pour que les choses marchent. Monsieur Bobongoy, est-ce que les consultations se retrouvent hors sujet? Bon, je crois qu'il faut d'abord recadrer les choses. Dans quel contexte est-ce que ces consultations sont arrivées? Rappelons-nous que ces consultations proposées par les chefs de l'État, a-t-il les droits? Oui, il en a les droits de demander des consultations. Mais s'il faut revenir dans quel contexte est-ce que ces consultations arrivent? Le chef de l'État a pris conscience de lui-même qu'il y avait un sérieux problème de sécurité, un sérieux problème sécuritaire. Et que de ce point de vue, il fallait mettre tous les Congolais ensemble, de l'opposition comme de la majorité, en vue de faire front contre l'ennemi qui est en train d'avancer. Alors, c'est pour ça qu'il a demandé, qu'il avait proposé ces consultations, mais les formats n'étaient pas encore précisés en son temps, et que c'était un appel aux uns et aux autres, même à l'opposition, de rejoindre les bateaux, de manière à faire un gouvernement d'union nationale. Qui dit gouvernement d'union nationale dit, dans le format ou dans l'entendement de départ, que toutes les forces politiques du pays devaient se réunir pour faire face à l'ennemi. Bon, mais aujourd'hui, quelle est la situation sur terrain? Quelles sont les forces vives en présence? Vous constaterez que nous sommes dans une situation de crise en République démocratique du Congo. D'abord sécuritaire, ensuite politique. Politique pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le FCC, qui n'a pas participé aux élections, qui reste une force au niveau du pays, qui garde avec lui, dans sa jubestière plusieurs caciques et des hommes politiques influents au niveau national. S'il pouvait prendre part aux élections, je suis très sûr qu'il pouvait faire du poids, il pouvait faire un poids. Donc, il y a premièrement le FCC, qui ne veut pas. Deuxièmement, il y a l'opposition républicaine, qui, avec Ensemble, Fayoulou, Sessanga et tous les autres, ils sont là. Opposition également, cette fois-là, républicaine. Il y a également une opposition armée, puisqu'il y a ceux qui sont là, qui prennent les armes, qui se disent Congolais. Nanga est Congolais. Qu'on le veuille ou non, Nanga est un Congolais. Et donc, il s'est dit opposant au régime. Donc, ça, je peux qualifier ça d'opposition armée. Et ensuite, en quatrième position, il y a l'Union sacrée, cette grande plateforme tout autour du chef de l'État. Bon, mais maintenant, s'il faut parler d'un gouvernement d'union nationale, tout est question du format. Je venais d'apprendre qu'il y a un monsieur qui s'est présenté au nom du FCC. Mais je crois qu'à un moment, soyons sérieux. Nous savons tous que ces messieurs au sein du FCC ne représentent rien du tout. Et que s'il faudrait consulter ou obtenir l'objectif recherché, il faudrait consulter les vrais caciques du FCC. Que représentent ces messieurs-là au sein du FCC? Même s'il y allait, est-ce que l'image du FCC sera représentée? Cherchons-nous à donner des solutions aux problèmes ou à continuer à créer le même problème pour qu'on cherche après des solutions pour réunir les uns et les autres? Je crois que la procédure, je préfère être le plus neutre possible, la procédure dans laquelle ces consultations évoluent, à mon avis, pas dans le sens ou dans l'esprit proposé par les chefs de l'État, qui était d'unir tous les Congolais. Parce qu'il y a les autres qui restent. On prend M. Jeannot. Qu'est-ce représente M. Jeannot? Rien du tout. Sûrement, on va chercher quelqu'un d'ensemble qui pourra aussi faire. Est-ce que c'est avec ça qu'on obtiendra les résultats voulus? Pendant ces temps, l'ennemi avance. Ah ben, ou on sait ce qu'on fait, ou on ne sait pas. Moi, je crois qu'à ce niveau, il faudrait essayer de mettre les vraies oppositions d'accord. Pourquoi ces oppositions refusent? Ces oppositions refusent simplement parce que le format de ces consultations, ce n'est pas parce qu'ils détestent le président Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'ils sont contre les uns et les autres, mais le format n'arrange pas ces oppositions. Pourquoi ce format n'arrange pas les oppositions? À mon avis, à juste titre. Il faut qu'on pose les véritables problèmes. Il ne faudrait pas que ce soit la constitution d'un nouveau gouvernement. Mais ici, il faudrait que s'il faut mettre tout le monde d'accord, il faut que les Congolais se parlent. Et pour que les Congolais se parlent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait, au minimum, à ce qu'on mette les vraies questions sur table. Sinon, à ce rythme,
on conforte sans le savoir l'ennemi. L'ennemi a besoin de ces divisions pour continuer à avancer, continuer à s'aimer sa graine, et du jour au lendemain, on se retrouvera dans une position défavorable et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. Alors, M. Tchibens, le président honoraire Joseph Kabila Kabange dit être prêt à travailler pour la paix. Parce que vous ne voyez pas les refus de participer à ces consultations. Vous allez à l'encontre de son bon vouloir. Merci beaucoup, cher David. Laissez-moi saluer pour la première fois où je rencontre un homme, un jeune, réfléchi. Je ne sais pas si vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Qui n'est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans le dialélo. Un homme qui fait des analyses pointues pour dire la vérité. Très cher Bob, je te félicite. Parce que son analyse est claire. Son analyse est objective. En politique, même dans la vie, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et seuls les ignorants n'arrivent pas à apprendre de leurs erreurs. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 2000, au mois de décembre ou novembre 2023. On était dans la pleine, dans la pleine crise électorale. La crise était là. Et la crise tournait autour des enjeux électoraux, notamment la loi électorale, la participation de l'opposition et des autres forces vives. Ceux de l'opposition, ceux du pouvoir, comme M. Choukou, qui cherchent à flatter les chefs de l'État, qui cherchaient à flatter le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, avaient opté de passer en force. C'est-à-dire commettre les mêmes erreurs du passé. On avait fait quoi? On a débauché M. Muntamba, on avait débauché A.G. Matembo, on avait débauché quelques personnes du FCC, et ces personnes-là ne valent pas le poids qu'il faut, ou ne pesaient pas au sein du FCC. Eux croyaient résoudre le problème en débauchant ces personnes-là, mais à la fin, nous avons compris que le problème est resté. Les problèmes demeurent encore. Aujourd'hui, on veut commettre la même erreur. Si et seulement si les chefs de l'État veulent réellement un dialogue, nous osons croire que ça ne revient pas à son conseil spécial d'organiser ces consultations ou un dialogue. Comment le conseil spécial du chef de l'État consulte la première ministre, consulte Kabouya, qui est le chef de son parti, consulte le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale? On a comme l'impression, le conseil spécial du chef de l'État, membre de l'Union sacrée, il a tous les pouvoirs, qui consulte les autres membres de l'Union sacrée. À part Jeannot Lompepe, qui ne représente absolument rien au sein du FCC, et qui n'a jamais été ni une personnalité politique au sein du FCC, moins encore un membre actif. Parce qu'il n'a jamais signé ni la charte du FCC, moins encore, il n'a pas une carte d'un parti politique du FCC. C'était un membre sympathisant. À cause de fautes graves que ces derniers avaient commis, il a été mis de côté. Donc, si on veut trouver des solutions durables à la crise que nous sommes en train de traverser, nous devons nous regarder en face. Nous devons mettre les cartes sur la table, appeler les vraies personnes, de personnes qualifiées et compétentes qui peuvent représenter les forces vives de la nation pour parler. Tu dois appeler le chef de l'État? Mais il a mandaté, le dialogue, il a mandaté le schéma qui est en marche a été convoqué par qui? Par le chef de l'État. Pour nous, nous estimons que, comme je vous ai dit au début, qu'une personne malade ne peut pas se faire consulter. Que vous soyez médecin, quand vous êtes malade, vous allez vous faire consulter chez un autre médecin. Et ces médecins-là qui vous prescrivent les médicaments, c'est ces médecins-là qui vous donnent la dose de médicaments à prendre pour vous guérir. Nous estimons ici, le problème c'est l'union sacrée. Et l'union sacrée ne peut pas consulter les autres personnes. L'union sacrée devait se mettre de côté, laisser la place aux autres forces vives de la nation. Par exemple, il y a une feuille de route des hommes de l'Église, notamment l'Église catholique et l'Église protestante, qui travaillent pour la paix. Si on avait réellement besoin d'un dialogue globalisant, on devait laisser la place
à ces hommes de l'Église, inviter toute le partie prenante de la classe politique, l'opposition, la majorité, les forces vives de la nation, afin que nous puissions parler Congo. Et en ce moment-là, nous allions discuter sur les vrais problèmes qui rongent notre pays, les vrais problèmes qui nous ont amenés à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cette démarche à vouloir faire des choses pour satisfaire X, pour satisfaire Y, nous pensons que cette démarche ne nous amènera nulle part. Je suis d'avis avec M. Bob. Aujourd'hui, débaucher les gens qui ne représentent absolument rien au niveau du FCC, débaucher les gens qui ne valent absolument rien au niveau de l'ensemble, débaucher les gens au niveau des différentes sociétés civiles pour les inviter au nom de ces structures-là pour les consultations, ne représente absolument rien. Est-ce qu'on aura résolu le problème que nous voulons, pour lequel nous travaillons pour trouver des solutions? Non. Alors, nous disons ceci, le FCC a refusé pour de raisons qui sont fondées. Et nous estimons aujourd'hui que ces dialogues ou ces consultations qui sont organisées par les conseils spéciaux ne nous amèneront nulle part et ne peuvent pas apporter la paix et des résultats escomptés que nous voulons au niveau de la stabilité de notre pays, de la stabilité de la sous-région, voilà. Mais surtout pour la paix sur l'étendue du territoire national. Monsieur Choukourou, le problème c'est l'union sacrée. Et l'union sacrée ne doit pas consulter les autres. Il faut prendre des organes neutres selon votre co-débatteur. Est-ce qu'à l'union sacrée, il n'y a pas des Congolais qui peuvent être consultés en vue de faire bloc pour se liguer contre l'agression dont la République et les Congolais sont victimes? Je ne pense pas. Les consultations, en réalité, c'est une réponse à la demande de l'opposition, qui autrefois reprochait au président Tshisekedi une gestion personnalisée, disait-il, en sa personne. Et voilà, ils sont appelés. On accède à leurs demandes. Les voilà trouvés d'autres raisons. Ici, vous avez besoin de quoi? Qu'on sonne la cloche? C'est déjà fait. Vous attendez quoi pour aller être consulté? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils attendent les évêques. Non, voilà. Ils ont besoin des évêques. On leur ouvre la porte, ils veulent aller par la fenêtre. Les évêques ont quel mandat? Qui les finance? D'ailleurs, Fulgence Mouteba venait de le dire. En tout cas, il dit que leur mission est financée par Kagame. Il a dit ça? Ben oui. Vous avez suivi? Il a dit que c'est financé par le Kenya, le Rwanda. D'accord? Fulgence Mouteba. Mais oui, qui dit Rwanda? Les consultations. Oui, parce qu'on se pose la question. Le moyen qui le permet de faire ces déplacements, il les tire d'où? Mais qui a donné... Alors, je me pose la question si Kagame peut être à la fois problème et solution. Donc, qui a autorisé ces consultations? Ou les démarches d'abord des prélats? Il faut leur demander. Les prélats ont dit que... Scholl a dit que c'est le chef de l'État qui lui a donné, et qui leur a donné cette... Si tel était le cas... C'est Scholl qui a dit ça. Si tel était le cas, la mission que le chef de l'État a accordée à son conseil spécial n'avait pas ce sens d'être. Si réellement c'est le chef de l'État. Donc le chef de l'État n'a jamais mandaté. Comme Kabila l'a fait avec la Senko en 2016, M. Tchibin. Si le président Tshisekedi avait effectivement mandaté les prélats, il n'avait pas besoin de donner mission à Eberandé pour consulter la classe politique congolaise. Je pense qu'il s'agit d'une mission de bonne foi. Ils ont voulu contribuer à leur manière à la solution aux problèmes que nous connaissons. Mais on vous ouvre la porte et voilà, vous voulez toujours la fenêtre comme d'habitude. Je suis d'accord que Janon peut ou ne pas représenter quelque chose. Mais si Janon s'est présenté, c'est parce qu'il a vu que chez vous, vous avez donné un fait de non-recevoir. Mais finalement, il faut oser la bino. Dans ces pays-là, il n'y a que vous
Si vous n'êtes pas là, la République doit être sur le CRIC. Mais il y a ensemble, il y a ensemble, il y a Fayoulou, il y a les autres. Alors, demain, ne dites pas encore que Tshisekedi gère sans vous associer. Et aussi, l'opinion doit savoir que soit vous êtes du côté de la République, ou soit vous êtes du côté de l'agression. Et nous allons acter. Et ça ne s'oubliera pas. Voilà. Alors, Monsieur Ishara, selon Monsieur Choukourou, les consultations sont la réponse à la demande de l'opposition. Est-ce que vous, en tant qu'aussi analyste, vous voyez cette approche dans ce sens-là? Alors, je n'ai pas vraiment une idée claire par rapport à cette demande de l'opposition. Je pense que ce qui a mis également de l'huile sur le feu, c'est avec d'abord les élections qui ont été organisées de la manière la plus scandaleuse, les élections qui ont coûté sérieusement plus de milliards de dollars à la République. Je pense qu'à ce moment-là, on a senti que au moins la grande majorité de l'opposition avait lancé l'unique demande, était de dire on annule ces élections parce qu'elles n'ont pas été crédibles. Et c'est l'unique demande que j'ai entendu l'opposition se mettre d'accord. Mais je n'ai pas vu le feedback. Mais on a proclamé, avant que même ces élections ne soient organisées, on avait dit il n'y a pas vraiment de la confiance entre le processus lui-même, parce qu'il y a eu beaucoup de ratés dans la mise en place des institutions d'appui à la démocratie, surtout les animateurs, et l'opposition était montée au créneau. Mais pendant tous ces temps-là, l'Union sacrée n'avait rien dit en termes de dire voilà, on vous écoute. Bon, maintenant, je n'ai pas entendu là où l'opposition dit voilà, nous vous demandons que nous soyons consultés par un conseil spécial. Je pense plutôt qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont entrées dedans en fait. Et je pense, si je peux être très honnête avec notre co-débatteur de l'Union sacrée, je pense que parfois, il y a des conseillers qui induisent les chefs de l'État en erreur. Parce que si vous suivez la succession des événements, il y a des grandes villes de l'Est qui étaient tombées. Goma sous contrôle de l'ennemi, Bukavu sous contrôle de l'ennemi, et c'est tous les jours qu'on tue dans ces deux villes-là. C'est tous les jours qu'on tue, et ce n'est pas vraiment de la fiction, c'est une réalité. On tue tous les jours, c'est-à-dire là il n'y a aucun tribunal, aucune police, aucun militaire. Et là ce n'est pas Kinshasa, non? Ça c'est pas Kinshasa, ça c'est eux qui sont en train... les libérateurs. Non, moi je ne les soi-disant libérateurs. Je ne les connais pas comme libérateurs. Moi je suis un souverainiste, nous avons un pays à protéger. Quand un ennemi est là, le plus important, à qui on a donné le pouvoir, doivent mettre l'ennemi dehors. Il y a d'abord cette réalité-là, de ces villes-là, qui ont échappé à notre contrôle. Mais entre-temps, il y avait aussi de pourparlers, parce qu'il y avait déjà un balai diplomatique qui avait déclenché par Luanda, et que Luanda devrait tout faire pour jouer un rôle crucial dans cette affaire. Alors, il y a eu également une réunion qui était envisageable entre le gouvernement congolais et une délégation du M23. La délégation du M23 qui a brillé par une absence, et cette rencontre a couché d'une souris naine. Il est également prévu qu'il y ait aussi une rencontre entre le gouvernement, surtout le président de la République, et le président rwandais en Angola. Et le président rwandais n'est pas arrivé. Et par ricochet, contre toute attente, il se retrouve à Doha. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont entrées dedans. Mais entre-temps, on a vu quand même l'initiative de leaders religieux, l'Église catholique et l'ECC. Mais ce qui a vraiment été comme une surprise à l'opinion nationale, c'était de constater quand même que cette démarche n'a pas semblé plaire plus aux militants de partis influents de l'Union sacrée. Parce que ceux qui ont commencé à caricaturer la démarche, c'était le même militant de ces mêmes partis politiques. Mais entre-temps, on se met d'accord quand même. Les leaders religieux comme ça ne peuvent pas quitter le pays sans l'autorisation préalable du chef de l'État, surtout pour des initiatives. Ils ont reçu l'autorisation. Oui, mais pour que même vous ayez votre sortie à la DGM, donc c'est tous les services qui sont informés. À l'occurrence, même avant qu'ils aillent là-bas, ils devraient préalablement consulter l'autorité compétente pour dire voilà pourquoi nous allons faire cette démarche. Je n'ai pas besoin d'avoir une réponse de Cholet pour savoir qu'ils ont été autorisés. Moi, je me fie sur le fait, ils ont été autorisés. Et maintenant, ça a évolué de la manière dont on voulait maintenant entendre
que les rapports soient déposés pour qu'on sache quelle est la phase suivante. Et la phase suivante, après avoir consulté certains présidents de pays voisins, après avoir consulté l'EFCC, Ensemble, LGD, SID, c'était quand même une bonne initiative à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'était quand même mettre le bateau dans la roue et qu'on puisse initier une autre consultation où c'est le conseil spécial qui dit « venez encore, je vais vous parler ». Bon, maintenant, jusque-là, on peut quand même dire ceux qui sont déjà consultés, il n'y a que l'EFCC. Et c'est quand même dommage comment la même union sacrée, plutôt, je m'excuse, ce n'est pas l'EFCC, ceux qui sont déjà consultés jusque-là, il n'y a que le membre de l'union sacrée, à part quelques organisations de la société civile qui ont été invitées. Alors, la bonne question, pourquoi on va perdre inutilement les temps en train de faire des consultations dont nous savons déjà que les vrais acteurs ne sont pas sur la table, et on peut encore rappeler qu'après les élections à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'FCC, plutôt l'Union sacrée avait déjà la majorité, et il y avait un tapis rouge pour déjà nous proposer le gouvernement. Mais même la majorité à l'Assemblée et au Sénat, ils ont encore initié d'autres consultations qui ont pris du temps. Et pendant ce temps-là, le pays est en train de souffrir. Vous revenez encore. Aujourd'hui, on dit encore consultation. On invite encore le même acteur. S'il vous plaît. Moi, je vous dis, je suis de cette zone-là. Donc, moi, chaque matin, chaque nuit, il y a des familles qui nous appellent pour dire, ils sont encore là, ils viennent de prendre. Déjà, il y a des jeunes qu'on a emportés depuis hier. Et on attend la réponse parce que nous avons des autorités quand même qui sont là. Je ne vais pas perdre mon sens d'être un souverainiste, de ne pas croire à la capacité des Congolais à trouver des solutions à leurs problèmes, mais quand même développons des grands imaginaires. On ne va pas rester en train de dire Kagame. D'abord, moi je n'ai jamais été d'accord, surtout que mon co-débatteur Choukourou, qui semblerait être de l'Est, je ne souhaiterais pas qu'on donne une image à ces enfants-là de l'école primaire, de l'école secondaire, comme si on avait un homme dans la région des Grands Lacs qui était comme un super Napoléon Bonaparte. Non, mais sinon c'est un discours défaitiste. Et on n'est pas dans une histoire, on n'est pas dans une période de l'histoire du pays où on doit toujours donner des discours défaitistes du genre, comme si nous ne sommes pas en mesure de répondre aux problèmes qui sont en face de nous. Mais la réalité, c'est que je reste convaincu que de la part du FCC, ça aurait été mieux qu'il soit également flexible pour savoir, ok, nous ne sommes pas d'accord avec cette démarche, d'être consulté par un conseil spécial du chef de l'État. Nous sommes de toutes les façons de Congolais et nous voulons à ce que le Congo continue à survivre. Voici ce que nous proposons. Et du côté Union sacrée, nous savons qu'il y a à boire et à manger. Depuis la passation du pouvoir de 2018, nous, les Congolais, lambda, nous n'étions pas là. Mais ils se sont convenus de ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut faire un effort pour l'amour de Dieu, par respect à tous ces Congolais-là, qui sont en train de mourir lâchement, à cause de l'irresponsabilité de certains Congolais qui n'arrivent pas à bien jouer les rôles, à l'occurrence la majorité dans l'Union sacrée, de pouvoir quand même dire voilà ce que nous pouvons faire. Voilà là où le pays est en train d'aller. Aujourd'hui, vous savez qu'à Goma comme à Bukavu, aucune banque ne fonctionne. C'est bien qu'on parle d'écrépitement des balles, mais il y a toute une génération qu'on est en train de sacrifier. Les gens ne savent plus quoi manger et tout le monde est devenu presque mendiant. Déjà que les banques étaient ouvertes à l'époque. Mais déjà, il y avait une crise financière, économique incroyable dans la région. Maintenant, là, il n'y a plus de banques. Et il n'y a plus rien. Et nous voulons dire, voilà, on va continuer consultation. Et surtout que ces consultations, on n'a même pas dit, ça va prendre combien de temps. Et quel ça va prendre fin demain, le 7. Quel est le calendrier exact après ça? Dans combien de jours on peut s'attendre à quoi? Et si jamais une autre partie prenante n'arrivait pas à répondre à l'invitation, quelle sera la position? Parce qu'on risquerait de tomber à une conclusion où les consultations ont été faites, nos yeux étaient braqués sur les consultations, les chaînes de télévision, radio étaient là, et puis après, rien n'a marché, on reprend encore. Non, je pense que la bataille que nous devrions gagner, M. Choukourou, c'était la bataille du temps. Et chaque fois que nous perdons 5 minutes, nous perdons également des âmes. Et ces âmes-là sont irrécupérables. Et c'est très grave si nous pouvons penser qu'on a tout le temps de s'amuser avec la gestion de la République. Voilà. Monsieur Ngoy, méfiance au niveau de ces consultations. On a commencé consultation, mais on se rend compte qu'il y a encore des méfiances. Pour l'Union sacrée, il ne veut pas des initiatives des évêques. Alors l'opposition non plus ne veut pas les initiatives de l'Union sacrée.
c'est que la machine serait grippée. Bon, d'abord, je crois que chaque plateforme, chaque parti politique a un répondant connu par l'État et qu'il est le seul à pouvoir engager son parti, son regroupement ou bref, sa famille politique. Et que de ce point de vue, c'était pour faire un revirement sur ce que M. Choukourou disait tout à l'heure, disant que si M. Jeannot, même bien que M. Jeannot ne représente rien, mais il est quand même venu au regard du fait que les autres avaient refusé l'invitation. À mon avis, je crois qu'il fallait lui dire que seules les personnes habilitées à représenter les partis, regroupements politiques et autres sont connues et que ce sont les seuls à pouvoir venir. Je reviens à votre question. Celle de savoir, j'entendais tout à l'heure, si ça doit être M. Eberand en tant que conseiller spécial Effectivement, ou pas. Il y a des méfiances. Bon, mais moi, je crois que le problème n'est pas là. Que ce soit M. Eberand ou quelqu'un d'autre, le problème est au niveau du format de ce dialogue. L'opposition n'a pas proposé des consultations. L'opposition a proposé un dialogue en vue de mettre les uns et les autres ensemble. Ça reste une vérité. Et si il faut que ça aille dans le sens de ces consultations actuelles, je crois que ce n'est pas la réponse précise de la demande des oppositions. Je souhaiterais voir un rétropédalage, un élargissement. Il n'est toujours jamais tard pour se rattraper. Et qu'il est grand temps, pour le bien supérieur de la nation, de mettre autour d'une table tout le monde. Je n'ai pas été d'accord avec la déclaration d'un grand leader de l'Union sacrée qui s'attaquait à Joseph Kabila. Moi, je me suis dit que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le bon moment pour ça. Et j'ai salué la déclaration des Camérés pour le recadrage. Parce que de ce point de vue, le chef de l'État voudrait à ce que tout le monde soit réuni autour de lui, qu'il soit de telle nature ou de telle autre. On ne peut pas faire l'union nationale, on ne peut pas faire un gouvernement d'union nationale en excluant aujourd'hui Kabila. Il a beaucoup de gens avec lui. Il y a beaucoup de sensibilités qui tournent autour de lui. Vous constaterez même que l'opposition, aujourd'hui, se cramponne autour de Kabila. Vous constaterez qu'il est presque le leader phare de cette opposition-là. Et que de ce point de vue, il faudrait qu'à un moment donné, ouvrir les yeux là-dessus. Mais aussi, cette opposition ne doit pas faire des demandes irréalisables, où on se réalise qu'ils veulent le Congo, ils veulent réellement dialoguer pour faire avancer les choses, ou ils veulent dialoguer pour bloquer la machine. C'est quoi ces demandes irréalisables? Mais il y a certains qui évoquent la démission du chef de l'État. Ben, ce n'est pas sérieux. Le chef de l'État, que les élections aient été faites dans tel ou tel autre contexte, ben, il est le chef de l'État en ce moment parce qu'eux-mêmes le reconnaissent comme tel. Sinon, ils ne lui auraient pas demandé de dialoguer. Le chef, c'est déjà un acquis, c'est dedans. Et que de ce point de vue, s'il faudrait obtenir des résultats, il faut faire des propositions réalisables. Pas demander, même si vous étiez le chef de l'État, vous ne seriez pas d'accord avec cette proposition-là. J'ai entendu mon frère d'en face dire qu'il ne faudrait pas qu'on perde du temps. Mais moi, je me dis, il n'y a pas perte de temps. Mais je suis en train de me réaliser progressivement qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi n'est pas en train de jouer au poker? N'est-il pas en train de sortir les grands jeux d'ici là? Vous constaterez pourquoi je dis ça. Je veux dire en clair, est-ce qu'il n'est pas en train de gagner du temps? Conscient du fait qu'on le veuille, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on reconnaîtra qu'il n'est pas en très bonne posture avec l'avancée de l'ennemi qui le pointe directement. Et que de ce point de vue, il a intérêt à gagner du temps. Comment? Moi, j'analyse ce gain du temps du chef de l'État avec tout ce qui se passe. Vous constaterez qu'il y a une multiplicité de négociations, des dialogues, des consultations. Premièrement, c'était Luanda. Tout le monde, les regards étaient braqués là-bas. Avant ça, il y avait Nairobi. Après ça, est venu les prêtres. À un moment donné, ils ont vu les chefs de l'État, ils semblaient être favorables, en tout cas selon ce qui se disait. J'ai entendu les CG Kabouya dire, bon, laissez d'abord les évêques travailler. J'ai entendu M. Kamere au Parlement dire, ne vous intéressez pas à cette histoire de l'Église catholique, laissez les chefs de l'État seuls agir. C'est une déclaration que tout le monde connaît, retrouvable. De M. Kamere, un pilier de l'Union sacrée. Bon, cela peut laisser entendre que M. Kamere connaissait des choses sur la position ou la mission des églises autour de ça et que peut-être, je n'étais pas dans les secrets, mais que peut-être, nous analysons, il se pourrait bien qu'il y aurait eu une injonction donnée à l'Église catholique ou des chances
à donner à l'Église parce qu'en ce moment-là, c'était presque comme une bouée de sauvetage. L'opinion avait reçu d'un bon côté la mission de l'Église, bien qu'après, il y a eu des diabolisations. Donc, il y a eu Nairobi, il y a eu Luanda, il y a eu les prêtres. Après, la machine bloque. Ça a permis de gagner un peu de temps et de centrer les énergies. Les prêtres ont vu Nanga, ont vu presque tout le monde. Ça a permis de calmer un peu les ardeurs. Après ça, vient une certaine proposition sur ces consultations. Non, après ça vient Doha. Oh non, mais Doha, le président Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés. Ça centre un peu les esprits, ça occupe l'opinion. Pendant ce temps, M. Tshisekedi est en train de jouer une carte qui peut le remettre dans le jeu. Et de manière favorite. Je vais le dire tout à l'heure. Enfin, ensuite, nous parlons des consultations qui sont en cours. C'est encore d'autres assises. Au-delà de ça, nous entendons qu'il y aurait des supputations autour d'une certaine rencontre en Ouganda. Ça reste à confirmer entre le chef de l'État Félix Tshisekedi, entre le président Kabila, entre Museveni et j'imagine Nanga. Ça circule. Et enfin, vous constaterez que pendant ce temps, il y a le conseiller spécial du président Trump qui vient en République démocratique du Congo. Il est en charge de l'Afrique. Vous vous souviendrez que le président Tshisekedi avait déjà fait une proposition pour que les armes viennent et que les États-Unis nous couvrent. Bon, ce n'est pas une chose qui devait arriver du jour au lendemain. Bon, mais de ce point de vue, vous ne trouvez pas là qu'avec l'arrivée du conseiller spécial, nous ne savons pas très exactement ce qu'ils se sont dit, à quel niveau ils sont, mais le chef de l'État Tshisekedi, ici, il a besoin de réunir tout le monde autour de lui, c'est pour faire face à la guerre. Donc ce qui lui dérange réellement, c'est cette histoire de l'Est. Ce n'est nullement l'opposition qu'il avait su mater jusqu'ici. Alors de ce point de vue, il y a lieu de se demander qu'avec ça, est-ce que le chef de l'État n'est-il pas en train de gagner du temps? Il est en train de gagner du temps en multipliant, il occupe et les ennemis qui devaient peut-être atteindre depuis longtemps qui s'engagnent au regard de certains dialogues qui ont ralenti. Pendant ce temps, il peut arriver que du jour au lendemain que les États-Unis réagissent à sa demande parce qu'elle est alléchante. Encore faudra-t-il se demander, puisque ça reste un autre débat, si cette demande est bonne ou est favorable aux intérêts de la République démocratique du Congo. Ça devient un autre débat. Mais toujours est-il que si il arrivait que demain, les États-Unis donnaient gain de cause à la demande du président Tshisekedi, eh ben, il n'aura plus besoin ni d'une quelconque opposition, il aura les moyens nécessaires, puisque là-bas, à ce moment, l'Amérique sanctionnera de manière très ferme le Rwanda ainsi que ses alliés de Nanga et les autres, et ainsi ils seront obligés de reculer. Et pendant ces temps, il y aura une dissuasion militaire qui sera mise en place en notre faveur, de manière à contrer l'ennemi. Et dans ce cas-là, le chef de l'État dira, ben, je n'ai pas besoin de négocier. Comme il l'avait dit un peu plus tôt, ben, il n'y a pas de crise politique, comment voulez-vous négocier? Ah, il a été plus ou moins favorable avec l'avancée de l'ennemi. Ben, je crois que c'est une question qui ne devrait pas être prise à la légère. Et qu'en soi, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on ouvre l'œil là-dessus et que l'opinion devrait plus s'interroger là-dessus. Parce que jusque-là, le chef de l'État s'est monté en stratège. Il a fait des choses qui avaient étonné plus d'une personne. N'est-il pas dans cette même logique? Je crois que le débat est lancé. Voilà. Monsieur Jean-Serge, est-ce que ce n'est pas gagner du temps que le chef de l'État est en train d'organiser tous ces dialogues, toutes ces consultations? Et à un moment donné, si vous persistez dans votre position, vous serez surpris. Et les choses risquent de se tourner contre vous. Merci beaucoup, très cher David. Je vais faire un recadrage pédagogique à M. Choukou. Et je peux répondre sur quelque chose qui a été dit par mon frère Bob. Vous voyez que sur ce plateau, c'est le Choukou qui n'arrive pas à comprendre les enjeux de ces pays. Et ce qui se passe dans notre pays. D'abord, au début, nous avions dit qu'on devait éviter des invectives, on devait éviter des choses qui ne tiennent pas debout ou de fausseté. Mais il est resté campé sur des invectives. Monsieur Choukou, sur ce plateau, dit haut et fort que l'opposition était demandeur d'un dialogue. Non, monsieur Choukou, l'opposition n'a jamais demandé un dialogue. En 2023,
avant les élections. Un homme averti, on avait compris qu'il y avait un souci. Nous étions en train de travailler pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Ces élections devaient normalement nous amener à consolider les cycles électoraux dans notre pays. Ces élections devaient normalement nous pousser à travailler pour que nous puissions améliorer le caractère démocratique dans notre pays. Mais ça n'a pas été le cas. L'opposition avait demandé, non pas un dialogue pour partager des postes, mais l'opposition avait souhaité à l'époque qu'on pouvait nous donner un mois ou 2 semaines, que les acteurs politiques et de l'opposition et de la majorité, mais aussi la société civile, on devait se mettre autour d'une table pour discuter sur la loi électorale et quelque chose qui nous divisait pour aller aux élections. La demande a été rejetée par l'opposition, par le pouvoir. Nous sommes passés en 2023, on a programmé les élections, M. Tshisekedi est sorti président. Et il y a plus de 75%. Une première. Hein? Plus tard, c'est bien après, comme disait mon frère Bob, qu'on s'en rend compte qu'il y a réellement une crise. Et c'est Martin Fayulu Badidi qui proposa à l'époque un plan de sortie de crise. Et M. Tshisekedi va rétorquer plus tard pour dire il n'y a pas de crise. Il y a un président de la République qui a été élu à plus de 75%. Il y a des institutions issues des élections, l'Assemblée nationale qui fonctionne. Il y a un gouvernement qui est en train d'être mis sur pied. Il y a les Sénats et tout ça. Il n'y a pas une crise. Le Congo est en paix et l'opposition est en perte de vitesse. On nous a traité de l'opposition en Nzala. L'opposition est à péter. Nous n'avons rien apporté. Face à ces refus-là, M. Fayulu s'est rétracté. Mais en attendant, nous avions continué à alerter sur la situation du pays, sur la désarticulation des institutions. Nous avions alerté sur la complaisance en ce qui concerne les castings qui devaient se faire au niveau des animateurs des institutions. Nous avions alerté sur la corruption, le clientélisme, le favoritisme. Nous avions alerté sur le tribalisme pointu. Nous avions alerté par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui au sein de l'Union sacrée et surtout dans notre pays. Ces mots qui gangrènent la gestion de l'Union sacrée, on ne nous a fait pas écouter. On disait, on était jaloux. On nous disait, vous ne voulez pas que Tshisekedi dirige. On disait que nous étions une opposition en perte de vitesse. Alors qu'en réalité, nous avions absolument raison sur tout ce que nous étions en train de dire. Deuxièmement, très cher Bob, si M. Félix Tshisekedi pense que en multipliant des rendez-vous manqués, en multipliant des dialogues, Luanda, Nairobi, Doha, que c'est une stratégie pour gagner du temps, pour que l'adversaire n'avance pas. Mais mon frère, à mes côtés, a dit, plus vous gagnez le temps, plus il y a de morts, plus il y a des gens qui souffrent, plus il n'y a plus d'eau, plus il n'y a pas d'électricité, plus il y a plus de misère. Donc, la solution ici, c'est d'aller tout droit vers le but. Le but, c'est la pacification de notre pays. Le but, c'est de rétablir la paix. Le but, c'est mettre ensemble tout le monde, que nous puissions parler de la même voix, que nous puissions travailler pour l'intérêt de notre pays. Et travailler, quand je parle de travailler, on n'a pas besoin de postes. Parce que nous étions en coalition. Mon frère l'avait rappelé. Nous étions en coalition. Quand il y avait des baviers, ah non, c'est l'FCC qui bloquait le gouvernement. C'est l'FCC qui bloquait Tshisekedi. On n'a pas aujourd'hui besoin de postes. On a besoin de proposer des approches qui peuvent être des approches salvatrices, des approches utiles pour la paix, pour la stabilité de notre pays. Troisièmement, nous dirions à M. Choukou que s'éterniser sur le nom de Kabila n'apportera pas une solution. Des hommes forts, ce sont des hommes qui reconnaissent leurs erreurs. Ils doivent reconnaître qu'ils ont échoué. Ils doivent reconnaître qu'ils ont une part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Ils doivent reconnaître qu'ils ont posé des actes qui nous ont conduits à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais tant qu'ils ne vont pas reconnaître ces erreurs-là, ils vont continuer à dire des choses sur le ton de M. Choukou. Cela n'avancera nullement la quiétude,
la cohésion et la paix que nous recherchons. Voilà. Alors, M. Choukour, qu'attend le président Félix Tshisekedi pour mettre autour de lui ses compatriotes Katumbi, Kabila, Fayoulou, pour résoudre effectivement cette crise, afin de limiter des morts? Chaque jour, il y a des morts. Vous êtes de l'Est et vous aviez suivi. Chaque jour, ici, il y a des morts. Des morts. Monsieur Chilolo, j'ai suivi religieusement pour une fois mon frère Tchibin qui joue avec les mots. Il dit qu'ils avaient souhaité du président Tshisekedi un cadre pour leur permettre d'amener leurs contributions pour la pacification, ça c'est lui qui l'a dit, la réunification du territoire national. Oui, même si vous n'avez pas demandé, vous avez souhaité, on a accédé à ces souhaits-là. C'est le cadre qui est mis en place. Est-ce qu'il faut qu'on vous escorte par la garde républicaine ou la police pour venir rencontrer les conseils spéciaux? Si réellement vous aimez ces pays, si réellement vous vivez ce que vivent nos populations de l'Est, si réellement vous avez les soucis à ce que ça cesse cette agression, l'occasion vous est donnée pour aller donner votre point de vue, la manière dont vous voyez pour aider à ce que justement ces vues qui sont en train d'être fauchées arrêtent de l'être. Mais à la place, vous tournez le pouce. Et on comprend. C'est pour des calculs politiciens. Des calculs ventraux, comme des coutumes. Le vrai Congolais, je sais qu'il va répondre à l'invitation. Je répète que cette guerre nous permettra de savoir où se trouve l'eau et où se trouve l'huile. Parce que l'eau et l'huile ne peuvent pas marcher ensemble. Et l'histoire, je le répète, le retiendra. Nous sommes en train d'écrire une autre page de notre histoire. Ici, un compatriote a rappelé que nous jouons autant. Même si il m'a dit qu'il est la société civile souverainiste de son État, mais j'ai compris qu'il est affilié au FCC, qu'à cela ne tienne. Mais je tiens à le rappeler qu'il n'y a pas crise. En réalité, ce que vous appelez crise a été créé de toutes pièces. Je l'ai toujours rappelé ici. C'est des individus qui, ne s'étant pas trouvés, qui ne veulent pas le règle démocratique suivre son cours normal. Parce qu'en démocratie, soit on perd, on va à l'opposition, soit on gagne, on dirige et on attend. Mais nous avons en face de nous des compatriotes qui veulent être au pouvoir à tout prix. Est-ce que ça aide les compatriotes de l'Est, cette mauvaise manière de voir les choses? Nous sommes un pays démocratique. Je vous rappelle que même Kabila sait que les élections de 2023 ont été bien organisées. D'ailleurs, ils l'ont su. C'est pourquoi ils ont boycotté. C'était pour crier aux voleurs après. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est un rendez-vous avec l'histoire, M. Tchibin. Je le rappelle, et je fais encore un rappel aux vrais patriotes qui y a au FCC, de rejoindre le camp de la patrie. Si réellement vous êtes digne fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il est temps de ne pas trahir la nation. Voilà. Il est temps de s'aligner du côté de ceux qui marchent contre l'agression, de ceux-là qui veulent justement faire de sorte à ce que le massacre de nos concitoyens s'arrête et tout de suite. Ils doivent rejoindre le bateau, contribuer à leur manière et qu'on aille dans un gouvernement d'union nationale contre l'agression
et on va finir la guerre. Voilà, monsieur Johnson Ishara, les vrais Congolais vont répondre à l'invitation, car c'est un rendez-vous de l'histoire. Bon, moi je trouve que c'est une définition subjective. Et quand ça devient subjectif, parfois je m'abstiens de tout commentaire, c'est ce qu'ils pensent. Mais je pense plutôt que les autres diront le vrai Congolais, ce sont ceux-là qui décident à braver la peur. Quand les autres décident d'être des chantres, quand les autres décident de ne pas dire la vérité au chef de l'État, il y a d'autres qui peuvent, comme ils n'ont pas accès au chef de l'État, ils peuvent le dire à haute voix pour se faire entendre. Parce qu'il y a deux choses qui énervent. Quand vous suivez l'Union sacrée a tendance à vous dire que ceux qui sont en train de trahir le pays sont dans l'opposition et les autres sont ceux qui sont souvent des activistes. Mais quand il s'agit de ceux qui étaient vraiment de l'Union sacrée, qui rejoignent les camps militaires, armés, ils ne disent rien. Donc c'est vraiment une question de conscience collective. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le compatriote qui venait de dire sur ce plateau ici que la stratégie du président Félix, c'est vrai, c'est une analyse aussi, qui serait de gagner les temps. Non, gagner les temps pour obtenir quoi? Est-ce que c'est pour protéger le pouvoir? Est-ce que c'est pour protéger les citoyens congolais? Je vais vous dire, mon cher Bob, je ne sais pas si vous avez un jour été dans des zones de tir pour sentir ce que ça fait. Nous avons un peuple aujourd'hui qui est pris en otage. Et toutes les zones occupées aujourd'hui par l'ennemi, il procède à un processus qu'on appelle des formatages psychologiques. J'espère que M. Choukourou va mieux le comprendre. Formatage psychologique, c'est qu'on va vous dire que c'est des choses sur quoi vous pensiez à un moment, ce n'est pas ça. Et vous voulez dire que non, non, il faut arrêter ça. C'est qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas également qu'on pense que les États-Unis vont venir nous sauver comme Jésus-Christ, voilà, comme on l'a toujours dit. Moi, je pense que le plus important pour sauver ce pays, c'est nous-mêmes. Monsieur Bob, vous allez clôturer. Alors, vous pouvez ramasser tout ce qu'il y a et puis on clôture par là. Après les consultations, il y aura un lendemain. Après les consultations en cours. À quoi ressemblera ce lendemain? Qu'est-ce qu'on aura sur la table? Un nouveau gouvernement avec des nouvelles têtes qui viennent bénéficier de l'argent de l'État? Ou une solution au problème actuel? Je crois que le remède est toujours amer. Les médicaments ou toute la pression pour qu'on se fasse soigner devrait faire mal. Il faudrait regarder le problème tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question, à qui profite la situation actuelle? Vous avez un ennemi qui avance, qui a pris des grandes villes, qui probablement peut prendre la ville de Kisangani, qui lui donnera accès à l'est, à l'ouest, plutôt l'accès au sud, à l'ouest, avec toutes les conséquences qui peuvent aller. L'ennemi, c'est-à-dire notre compatriote M. Nanga, qui est de l'opposition armée, a eu à déclarer dans l'une de ses émissions qu'il faudrait que les négociations qu'on aurait demandées à Doha, à ce que les M23 puissent se replier. Et lui avait dit en son temps qu'il serait quand même bizarre d'imaginer qu'aujourd'hui, ses ennemis doivent rentrer de toutes ces zones qu'ils ont occupées au prix du sang. Et que de ce point de vue, plus l'ennemi avance, s'il n'y a pas encore de solution pour contrer cet ennemi, la conséquence fera que chacun tirera les conséquences de ses actions. Merci. Si l'ennemi avance et pointe X ou Y, il faudrait qu'à ce moment-là, chacun portera le poids de ses actions. Merci. Merci à vous, Jean-Serge Tibens, PPRD, Kabilis, inconditionnel. Ça a été un grand plaisir. Voilà. Merci à Johnson Ishara. Merci également. Merci à Christian Choukourou, Union Sacrée, proche de Caméré. Merci à Bob Bongoy, analyste politique indépendant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez eu raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 54. Ciao, à très bientôt.